Vendu depuis 1935 par la société Parker, le Monopoly est un octogénaire très populaire, édité dans plus d'une centaine de pays, traduit dans une quarantaine de langues et collectionnant les éditions spéciales de Star Wars à Game of Thrones en passant par le village des Schtroumpfs. L'histoire du Monopoly est une success story à l'américaine comme on les aime. Après la Grande Dépression, Charles Darrow, un père de famille au chômage, se démène pour nourrir les siens. Il imagine un jeu de plateau basé sur l'acquisition de terrains immobiliers, le fait breveter, intéresse un éditeur et fait fortune grâce à sa brillante idée. Trop beau pour être vrai? En effet. Et comme pour le baladeur numérique de Ken Kramer, c'est un procès qui fera éclater la vérité. Née en 1866 à Macomb, dans l'Illinois, Elizabeth Maggie grandit dans une famille de Quakers abolationnistes et progressistes. Son père, James, un éditeur de presse, lui offre dans les années 1880 un job de secrétaire et de sténographe au Canton Register, le journal dont il est propriétaire. Ce travail de bureau est l'occasion pour la jeune fille de s'émanciper et de prouver son ingéniosité. Elle invente un dispositif permettant à la feuille de papier de passer plus facilement entre les rouleaux de sa machine à écrire et fait breveter son invention en 1893. James Maggie met également dans les mains de sa fille le livre Progress and Poverty de Henry George, un économiste qui va avoir une grande influence sur Elizabeth. L'idée phare de l'ouvrage est que tout ce que fabrique un homme lui appartient, tandis que tout ce qui est issu de la nature devrait être à la disposition de tous. Henry George remet donc en cause la propriété foncière et propose un impôt unique sur la plus-value pour lutter contre la spéculation immobilière. Elizabeth cherche un moyen de sensibiliser les plus jeunes à cette vision de l'économie et à la nature antisociale du monopole, estimant que des enfants familiarisés avec les théories de George seraient plus à même de les mettre en pratique à l'âge adulte. Et quoi de mieux que d'apprendre en s'amusant? Maggie crée donc en 1903 un jeu de plateau qui, copié et diffusé sur les campus universitaires, rencontre un certain succès, évolue au fil du temps et passe par plusieurs versions, les modifications étant faites par Elizabeth ou par les joueurs eux-mêmes. Elizabeth Maggie est l'inventrice du jeu du propriétaire, qui ressemble fortement au Monopoly. On y trouve un dé, un circuit carré, des rues, des gares, un parc, une prison et même des petites maisons dans la version de 1924. La différence majeure, c'est le but du jeu. Durant une partie de Monopoly, pour gagner, il faut ruiner ses adversaires, alors que dans le jeu du propriétaire, deux règles sont utilisables. La première consiste à atteindre un équilibre entre les joueurs et à créer de la richesse ensemble, tandis que la seconde encourage les participants à constituer des monopoles pour se rendre compte des aspects négatifs du capitalisme. Soyons réalistes, le succès mondial du Monopoly n'a pas rendu hommage aux intentions de Maggie et a plutôt favorisé notre instinct à amasser des richesses. Et Charles Darrow dans tout ça? La légende dit que le jeu du propriétaire, qui, rappelez-vous, circulait sur les campus américains, arriva un beau jour dans le salon des Darrow grâce à un couple d'amis, qui eux-mêmes avaient découvert le jeu par le biais d'autres connaissances. Ce cheminement un peu complexe explique pourquoi la première version du Monopoly faisait apparaître les rues d'Atlantic City alors que les Darrow vivaient à Philadelphie. Ajoutez à ça le fait que les frères Parker aient acheté les droits du jeu du propriétaire pour 500 $ à Elizabeth Maggie juste avant de lancer le Monopoly, et vous pourrez vous exclamer « Le hasard comme par hasard !» Au final, entre les dépôts de brevets et les frais de justice, Elizabeth dépense plus d'argent qu'elle n'en gagne avec son jeu de société. Heureusement, la jeune femme ne manque pas d'humour. Un exemple? Bien que propriétaire de sa propre maison, ses 10 $ de salaire hebdomadaire sont un peu justes pour subvenir à ses besoins. Elizabeth cherche une solution simple et rapide et fait passer une petite annonce parodique pour trouver un mari. Se mettant elle-même aux enchères, elle se décrit comme une jeune esclave américaine, pas jolie mais très charmante et féminine. Le célibat de Maggie se prolongera jusqu'en 1910, année où elle épouse Albert Phillips à Chicago, mais son autopromotion rend célèbre la jeune femme dans tout le pays. Elizabeth Maggie a eu une vie bien remplie. Sténographe puis journaliste, elle écrivait des poèmes et des nouvelles et montait sur scène à l'occasion pour jouer dans des comédies. Si elle n'a pas réussi à imposer ses opinions économiques de son vivant, son héritage n'a pas été totalement détruit par le rouleau compresseur des frères Parker. En 1973, Ralph Anspar, un professeur d'économie de l'université de San Francisco, lance l'Anti-Monopoly, un jeu de plateau proche du jeu du propriétaire. La société Parker l'attaque en justice et perd. Et le procès met en lumière l'histoire d'Elizabeth Maggie et son implication dans la genèse du Monopoly. Et je ne vais pas vous laisser partir sans quelques infos insolites. Les 3 personnages qui apparaissent sur le plateau s'appellent Jack the Jailbird, l'officier Edgar Mallory et l'oncle Pennybags. Ce dernier a d'ailleurs été inspiré par l'homme d'affaires JP Morgan. Chaque année, on imprime plus de billets de Monopoly que de véritables dollars. La plus longue partie de Monopoly a duré 70 jours. Pas assez patient pour battre ce record? Rassurez-vous, il y a d'autres options. Le Monopoly le plus cher coûte 2 millions de $. À ce prix-là, le dé est en diamant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les services secrets britanniques utilisaient des boîtes de Monopoly pour faire passer de l'argent, du matériel d'évasion et des cartes aux prisonniers anglais. Et pour terminer, une astuce pour gagner votre prochaine partie de Monopoly. Inutile d'essayer d'accumuler un maximum d'argent. Il suffit d'en avoir toujours assez pour continuer à jouer tout en ruinant ses adversaires. C'est Richard Marinaccio, un champion de Monopoly, qui vous le dit.